Je ne vais pas revenir sur les ateliers. Vous avez tourné sur les différents ateliers. Peut-être juste insister, bien sûr, sur l'alimentation comme cofacteur de la santé. Ça, et on en a eu une traduction concrète pendant l'épidémie de Covid-19, où les associations qui sont en première ligne sur les distributions alimentaires ont été complètement submergées et qu'on a vu rentrer dans les files actives de ces associations des populations qu'on n'avait pas l'habitude d'y voir. Comme quoi, une des sécurités fondamentales, c'est la sécurité alimentaire. Sur le logement, vous avez tous entendu parler des nouveaux dispositifs en psychiatrie, un chez soi d'abord. Donc, je n'ai pas le temps là non plus de le commenter, mais ou combien pour les personnes qui sont en situation de souffrance psychique, la sécurité que représente la stabilité dans le logement est importante. Alors, on a évoqué ce matin un certain nombre de repères. Je vais continuer d'y faire référence. Et l'un d'entre eux, c'était le fait que dans l'accès aux soins, il y a un certain nombre de facteurs et vous avez passé une bonne journée, une bonne partie de la journée à les passer en revue. Hein, je ne vais pas les redire. Mais le sous-entendu de cette diapo, et c'est ce qui explique le tableau, le dernier tableau qui va être traité, c'est que l'accès aux soins et l'accès à la santé étant dépendant de l'ensemble de ces cofacteurs avec des degrés variables, et qu'aucun acteur professionnel ou aucune institution à elle seule ne peut prétendre les activer tous ou les faciliter tous. Donc, c'est sur la base de ce repère conceptuel qu'est fondé l'atelier suivant, à savoir, bien, puisque l'accès aux soins dépend de choses aussi différentes que l'état psychique, des données financières, les procédures administratives, des représentations culturelles, la littératie, l'éloignement géographique, eh bien, il va de soi que pour essayer d'accompagner la complexité des situations que vous rencontrez sur le terrain, se pose la question de faire travailler ensemble un certain nombre d'acteurs de proximité, et se pose également la question de la coordination entre ces acteurs. Et on voit bien qu'un des enjeux des CPTS, c'est d'essayer de donner les moyens à des cabinets de médecine générale, entre autres, d'avoir les moyens de cette coordination. Et donc, c'est ce qu'on va traiter. On va terminer par ça, la nécessité impérative qu'il y a à faire converger des métiers et des institutions différentes, et tout ça avec une forme à peu près organisée de coordination pour le plus grand bénéfice des personnes qui en ont la nécessité. C'est de ça dont il s'agit. Donc je voulais continuer de faire le lien avec la présentation un peu théorique de ce matin pour vous montrer que ce n'était pas qu'une représentation intellectuelle ou universitaire, ça correspond à de vraies réalités, et chacun d'entre vous voit immédiatement les sous-entendus qu'il peut y avoir dans cette représentation des cofacteurs de l'accès aux soins. Voilà, je voulais juste maintenir cet élément de cohérence. On va avoir sur ces questions trois organisations intervenantes: Ma Commune, Ma Santé. J'invite les orateurs à se rendre sur l'estrade. Les CPTS, justement, et le cas de la moyenne et haute vallée de l'Aude, et le réseau Santé Précarité. Donc peut-être demander à chaque organisation à la fois de très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet, de dire deux mots sur l'organisation elle-même, et qu'ensuite on rentre dans le vif du sujet. Bonjour à tous, je suis Sandra Torres, infirmière libérale sur la Haute-Vallée. J'exerce à la maison de santé pluriprofessionnelle d'Esperaza. Je suis libérale sur la Haute-Vallée depuis 10 ans et porteuse de projet sur la CPTS de la Haute-Vallée de l'Aude. Voilà. On fait d'abord le tour de table ? Non ? D'accord. Donc du coup, au vu des départs à la retraite et des départs tout court des médecins, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de patients qui restaient sans médecin traitant, et on avait des problématiques de lien ville-hôpital,
de prise en charge de patients. En ayant fait le diagnostic territorial, on se rend compte qu'il y a 27% de la population du territoire de la CPTS qui est sans médecin traitant à l'heure actuelle. Donc c'est énorme. Et on s'est rendu compte aussi que grâce à la MSP d'Esperaza, aucun des patients n'était sans médecin traitant. Donc on avait pu, grâce à la coordination des paramédicaux et des médicaux restants, permettre la prise en charge de tous ces patients. Donc du coup, on s'est dit il faut transposer ça sur un territoire, et le territoire qui a été pressenti, c'est les portes de Carcassonne à la MSP de Luc jusqu'au pays de Sceaux. Ça représente 125 communes pour 42 000 habitants, d'où la problématique c'est un des plus grands territoires des CPTS de l'Aude. Et donc la problématique, c'est justement ces 125 communes, de pouvoir trouver les professionnels de santé et les mettre en commun. Voilà, donc on a pu bénéficier des aides logistiques des différentes instances de la santé, l'ARS, la CPM, le secrétariat médical de HVTEL qui se retrouve à Couisa. Et nous avons pu organiser une réunion avec 300 professionnels invités et 60 qui sont venus et intéressés par cette dynamique. Voilà. Après, je laisserai les questions. Pour l'instant, on en est. Le Covid nous a un peu ralenti sur notre dynamique, puisqu'il a fallu traiter d'autres problèmes. Mais on redémarre tout doucement, et donc là, on vient de déposer la lettre et créer l'association qui va gérer un petit peu tout ça. Et voilà. Bonjour, moi je suis Audrey Marchi, infirmière libérale à Quillon. Donc, comme Sandra vous l'a dit, on fait partie du bureau de la CPTS, qui est la communauté professionnelle territoriale et de santé. Donc, elle a tout très bien expliqué. Juste, comme elle vous l'a dit, je voulais préciser quelque chose, c'est-à-dire qu'elle est en cours de création. On a juste déposé la lettre d'intention. Donc, on espère que cette CPTS sera créée d'ici fin 2022. Mais pour vous donner, pour concrétiser un petit peu tout ça, parce que j'imagine que ça peut être abstrait pour certains d'entre vous, donc il y a l'accès aux médecins traitants qui est une des problématiques, mais il y a aussi l'accès aux soins non programmés. Et là, c'est vrai que par le biais de la CPTS, Sandra a été en contact avec un médecin des urgences de l'hôpital de Carcassonne pour voir comment on pourrait mettre en place quelque chose sur le territoire de la CPTS pour ces fameux soins non programmés qui engorgent les urgences. Donc, ce qui susciterait de mobiliser des paramédicaux, des médicaux, mais c'est de l'ordre de la CPTS d'organiser et de coordonner tout ça. Donc, ça pourrait apporter des solutions à diverses problématiques du territoire. Après, bien sûr, de faire de la prévention, et on a aussi dans l'équipe une sage-femme qui est très motivée, donc il y aura un pôle, on espère, mère-enfant. Voilà. Pour faire le lien avec ce qu'on s'est dit ce matin, vous avez vu dans le propos de la première intervenante l'effet de puissance que peuvent donner les chiffres. C'est-à-dire de dire sur notre territoire, il y avait 25% de la population qui était en déficit d'enregistrement auprès d'un médecin traitant. Ben, pour un responsable politique, c'est immédiatement très parlant. On ne parle pas d'une minorité lambda, on parle d'un quart de la population du territoire qui est évoqué. L'impact politique, il est immédiat. Alors on continue le tour de table. 2 mots sur votre organisation et puis ensuite le contenu comme l'ont fait les collègues. Bonjour, Odile Méfond, donc je représente ma commune Ma Santé. En fait, je suis un courtier indépendant, ça veut dire que je travaille avec plusieurs compagnies d'assurance. Et en fait, plusieurs courtiers, en 2016, se sont rendus compte avec les nouvelles lois concernant le fait que tous les salariés allaient intégrer des contrats de santé au travers leur entreprise. Ça crée un groupe, en fait, des actifs, et des jeunes, moins jeunes, mais enfin des gens actifs, qui allaient être complètement séparés des personnes qui allaient être à la retraite ou sans emploi. Impact de cela, ça voulait dire que même pour nous, on le sait, assureurs, il va y aller avoir à coup sûr une augmentation assez importante sur les mutuelles pour les personnes âgées. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas travailler avec plusieurs compagnies, se rapprocher des mairies et faire comme si une mairie, ou maintenant on travaille même avec des départements, était une société.
Et on allait proposer à plusieurs compagnies de prendre le risque d'avoir, en disant on veut un tarif, mais de groupe. Voilà, on a une mairie qui aura par exemple 200 000 habitants, ça fait un potentiel. Et on va négocier, et plus on est nombreux, plus on négocie. Je pense d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on en parlait aussi sur l'énergie. Donc c'est un peu essayer de regrouper en fait le fait qu'une ville, c'est des habitants, et ils représentent quelque chose. Dans la Haute-Vallée, en fait, par la mairie d'Espéraza, on a vu que c'était quand même, vous êtes un département où le nombre de personnes âgées est quand même assez important, et vous allez être forcément impacté. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens, parce que les retraites, c'est petit. Quand on a 800 € de retraite, même 1000 € de retraite, et qu'on paye 200 € de mutuelle, c'est énorme. Et il faut savoir que le Français, il est habitué depuis très longtemps à avoir une mutuelle qui paye tout. C'est normal, on ne s'est jamais posé la question. Sauf qu'avec le temps, tout évolue, les mutuelles sont de plus en plus sollicitées, la sécurité sociale essaie de réduire. Et quel est l'impact? C'est que les tarifs vont de plus en plus augmenter et ça va avoir un impact. Donc on a essayé de coordonner notre savoir-faire. Et moi, mon but, c'est de coordonner mon savoir-faire, mais expliquer aux gens, avoir une démarche éducative. Dire aux gens, il existe d'autres. N'ayez pas peur d'aller vers la CMU. N'ayez pas peur de prendre un contrat CSS. Parce que souvent, les personnes, ils ont peur de changer. Parce que, en fait, on peut être bien couvert. Il y a des choses qui existent. Et on peut faire autrement et être bien couvert et pouvoir payer ses soins. Parce que beaucoup de gens, il faut savoir que quand on n'a pas de mutuelle, beaucoup de gens ne se font pas soigner. Et nous, on en voit. Et ils ne se font pas soigner. Et c'est quand même triste. Parce que les gens, quand ils n'ont plus de dents, ils ne peuvent pas bien manger. Ils ne peuvent pas aller travailler. Ils vont rester, ils vont s'isoler. Donc ça, c'est important. Donc on a essayé de coordonner notre savoir-faire avec d'autres organismes. Et on travaille beaucoup avec Médecins du Monde, avec principalement les mairies, dont ici, en fait, c'est pour ça que j'ai demandé au maire d'Espéraza plus tard de venir d'expliquer, parce que c'est mon plus long partenariat, ça fait 6 ans. Et en fait, en coordonnant entre les mairies, nous, notre action, la sécurité sociale et même Médecins du Monde, mais on arrive un peu à expliquer aux gens, à détecter les gens qui n'osent pas, à essayer de les pousser à oser et à ne plus être marginal et avoir une complémentaire santé comme tout le monde. Donc voilà un peu notre action. Merci pour votre concision. On fera le jeu des questions-réponses après. Bonjour, alors moi je suis Audrey et je viens présenter le réseau Santé Précarité de la Haute-Vallée. Donc c'est un réseau qui est assez récent, qui est né en 2018 pour être précise. C'est un réseau qui regroupe un ensemble d'acteurs des domaines de la santé et du social et qui sont amenés dans le cadre de leur mission à rencontrer des personnes en situation de précarité. Donc pourquoi on a monté ce réseau? Alors c'est parti à la base d'une réunion de l'association Médecins du Monde qui a fait un bilan de sa première année de présence sur le territoire. Et suite à cette présentation, il y a eu d'autres réunions de partage de constats sur la Haute-Vallée, sur la prise en charge des personnes en situation de précarité. Et suite à ces différentes réunions, on a réfléchi collectivement à des actions à mettre en place sur le territoire. Et la première action qui est apparue, en fait, c'était de créer un réseau santé précarité, donc avec plusieurs objectifs, de favoriser le partenariat entre les acteurs, de permettre du coup aux personnes en situation de précarité d'avoir un meilleur accès aux soins et aux actions de prévention, de favoriser les échanges entre les partenaires et de porter des actions communes sur le territoire. Donc je ne sais pas si je dois en dire plus. On a travaillé sur une charte pour que tout le monde soit d'accord sur qui peut rentrer dans le réseau, les objectifs qu'on met en place, avec des définitions aussi de la précarité pour qu'on soit bien clair sur le fonctionnement. Et en fait, on organise des réunions une fois tous les 3 mois. On fait des présentations d'actualité du territoire, des présentations de projets, des retours de groupes de travail, parce qu'on organise aussi des groupes de travail sur des thématiques qui sont débattues en fait en réunion plénière. Voilà, en gros, le réseau santé précarité. Très bien, on verra s'il y a des questions après qui reviennent vers vous. Vous êtes 2 collègues de la même organisation? Alors non, oui, c'est vrai qu'en fait, moi je présente le réseau santé précarité, mais je suis coordinatrice du contrat local de santé de la vallée de l'Aude. Donc je travaille pour les communautés de communes.
Alors, on donne la parole Voilà. à votre voisine et puis on... C'est ça Ensuite. également. Bonjour, donc je suis Angélique Tellier, je représente également du coup là aujourd'hui le réseau Santé Précarité. Juste pour compléter, à savoir c'est un réseau informel, donc ce sont vraiment les partenaires qui portent eux-mêmes ce réseau. C'est une forme d'union pour mettre en place un projet commun. Donc là sur un réseau de santé sur la précarité, sur les personnes en situation de précarité. Donc on a tous nos dispositifs, des métiers différents, on vient d'horizons différents. Donc cette pluridisciplinarité va forcément permettre de réfléchir ensemble, d'apporter de multitudes d'idées, d'apporter aussi de multitudes d'actions. Mais c'est réellement un réseau informel. C'est vraiment les partenaires du terrain qui ont formé ce réseau. Donc on n'est pas sous forme associative ou autre. Il n'existe pas juridiquement parlant. Très bien, on a eu des présentations très synthétiques, ce qui vous permet sur ces questions du travail en commun et du travail en réseau, de réinterroger vos acteurs, enfin les interlocuteurs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce qui vient d'être dit ou sur d'autres témoignages dont vous pourriez être porteur qui illustrent cette nécessité du travail en réseau? S'il n'y en a pas, je vous poserai une première série de questions le temps qu'elles émergent. Peut-être je ne parle pas très très fort. Il y avait un projet qui était en cours et est-ce une demande vis-à-vis de l'ARS et dans ce cadre-là? En fait, si vous voulez, c'est parti de Ma Santé 2022 avec la création des CPTS qui doit se faire au travers de tout le territoire français. Et du coup, nous, quand on n'a pas été sollicité par un organisme ou un autre, c'est-à-dire qu'on s'est réunis entre nous de notre propre initiative en disant voilà, sur la MSP d'Espéraza, le travail en coordination fonctionne, et on s'est réunis sur notre réseau de connaissances en 2019 et on s'est dit oui, on a tous à peu près la même problématique, même si le territoire est grand, mais on a à peu près tous la même problématique de trouver un médecin traitant pour nos patients, de faire un lien ville-hôpital qui soit de bonne qualité pour permettre un retour à domicile ou une hospitalisation dans le sens inverse qui soit de bonne qualité pour le parcours de soins du patient. Et du coup, l'aventure est partie comme ça et on a élargi après notre projet sur tous les professionnels de santé. Aujourd'hui, c'est en train de se structurer. Voilà. On a la première étape sur 3. Voilà. D'accord. Mais du coup, je voulais savoir, alors, vous parlez effectivement des projets de réseau ville-hôpital, l'accès aux soins, je crois qu'il y avait aussi les soins non programmés, etc. Donc voilà, parce que pour monter ça, il me semble qu'il faut faire un projet, alors il y a des thèmes particuliers, etc. Tout ça, vous l'avez déjà fixé ou c'est encore en discussion? Ouais, en fait, il y a 3 étapes. Il y a la lettre, il faut se réunir tous, tous les professionnels, puis après, il y a déposer la lettre d'intention. Donc ça, c'est fait. On a créé la loi d'association, ça, c'est fait aussi. Et la prochaine étape, effectivement, c'est de faire le projet. Mais c'est des démarches qui prennent du temps. Ça, voilà, fin 2021-2022, on va le faire. On espère que ce soit effectif. On est là, à créer voilà. le projet de santé. Voilà, on a fait tout le reste. Félicitations. Par rapport au réseau de santé et précarité Haute-Vallée, est-ce qu'il regroupe toutes les associations qui ont à voir avec la santé? Par exemple, je pensais à l'USAP, à SM, les hôpitaux. Enfin, est-ce que ça regroupe tous ces acteurs? Oui, alors ça regroupe tous les acteurs du territoire. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est le territoire des Pyrénées-Audoises et l'ancien canton de Couiza. Donc en fait, nous on invite très largement quand on organise des réunions et l'USAP fait partie des partenaires. Après, comme c'est un réseau informel, c'est un peu compliqué en fait. C'est de nos difficultés, c'est qu'on n'a pas de liste en fait très clairement des partenaires. On a travaillé sur une charte et on a eu 21 signatures, je crois, aujourd'hui. Mais après, ça ne représente pas le nombre de partenaires qui viennent, qui fréquentent les réunions. Je pense qu'on est plus dans l'ordre de 50, une cinquantaine de partenaires, quoi.
Donc après, en fonction aussi de l'ordre du jour qui est envoyé, ça va intéresser peut-être plus de certaines catégories que d'autres, quoi. On essaye vraiment d'être assez large pour toucher l'ensemble de la santé et du social, quoi. De décloisonner aussi, on en parlait ce matin, mais voilà, de travailler sur des actions pour décloisonner les secteurs. Sur le réseau centré précarité, c'est un des aspects les plus difficiles qui a été fait par le réseau au tout début de son existence, c'est d'arriver à réunir aussi la médecine de ville, les médecins libéraux. Voilà. Donc, au tout début de l'existence du réseau, on avait réussi, il me semble, on avait fait 1 ou 2 réunions où on avait pas mal réussi ça, mais depuis, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à faire exister, à faire vivre et qui est une difficulté. Je voulais prolonger la question sur la CPTS. Ma question n'est pas totalement innocente, mais puisque vous en êtes à la phase aussi de construction du projet, d'écriture du projet, est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce qu'il est envisageable que la question de la prise en charge des personnes en situation de précarité, de leur repérage ou d'un travail sur cet axe pouvait être intégré au projet de la CPTS? Parce que, on l'a dit, on est aussi sur un territoire qui est très beau, on a une lumière magnifique, etc. Mais il y a aussi pas mal de précarité et de pauvreté sur le territoire. Mais comme je vous ai dit au départ, il y a 27% de la population du territoire qui est sans médecin traitant. Et je pense que sur ces 27%, il y a beaucoup de précaires. Et du coup, l'accès aux médecins traitants et le parcours de soins, les parcours complexes, cette mission socle, toute cette première mission en fait, des CPTS, ça s'adresse, je pense, en grande partie aux précaires, quoi, qui sont en rupture de soins, surtout, du fait d'un manque de médecins traitants. Comment les repérer? On s'appuie beaucoup sur les paramédicaux qui sont quand même plus au contact de la population, qui vont chez les gens directement. Et on a aussi les partenaires. On doit intégrer aussi dans notre projet de santé l'USAP et les différents acteurs de soins. Donc oui, la précarité, c'est une réalité sur notre territoire et on en est tous conscients. Voilà. On va bien sûr travailler là-dessus. Alors, on parle de réseau alors qu'on sait que par ailleurs, il y a un appauvrissement d'un certain nombre d'acteurs. Depuis ce matin, il y a un acteur dont on a beaucoup parlé, c'est le retrait des médecins généralistes et comment aujourd'hui ces réseaux ils visent d'une façon ou d'une autre à compenser ou à rectifier le tir sur un acteur qui est le médecin généraliste. Mais j'ai envie de vous demander par ailleurs, ce débat on l'a alors que dans le même temps on sait bien qu'il y a un reflux de la santé scolaire, un reflux de la psychiatrie publique, une PMI, je ne sais pas quelle est sa réalité dans le département de l'Aude, mais donc j'ai envie de vous questionner là-dessus. C'est-à-dire qu'on a beaucoup évoqué le médecin généraliste ce matin, mais quid de ces autres acteurs qui participaient d'une forme d'aménagement du territoire que sont la santé scolaire, la PMI et la psychiatrie publique. Comment? Parce qu'au bout d'un moment, on peut faire du réseau, mais si on n'a personne à faire entrer dans le réseau, ou personne qui est effectivement actif au sein du réseau, comment on fait? Oui, alors il y a d'une part, c'est vrai qu'il y a une problématique d'accès à la santé en général. Mais depuis ce matin, et puis nous, par rapport à ce qu'on fait aussi au quotidien, puisqu'on a un dispositif de coordination, on se rend compte qu'il y a beaucoup quand même de création de dispositifs ou de petits réseaux pour mettre en place des choses. Donc on a pu voir sur le transport ce matin, sur la mise en place d'aller à domicile, voir les personnes. Il y a énormément de dispositifs qu'on essaye d'agir aujourd'hui avec des acteurs locaux pour pallier à des manques réels de santé sur le territoire. Et le fait, nous aussi, la principale, pourquoi on a existé, le réseau santé précarité, il y a eu aussi ce besoin de travailler ensemble, mais aussi ce besoin de se connaître. Donc les réunions qu'on met en place tous les 3 mois, c'est des réunions où on organise, on présente des actualités, on présente les dispositifs qui existent sur le territoire. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives territoriales et le fait de au moins se rencontrer lors de réunions ou de travailler en réseau, ça permet de mieux se connaître et qui fait quoi. Parce que
on commence à être... Il y a beaucoup de choses qui existent, qui se complémentarisent et parfois qui se ressemblent un peu beaucoup. Et comment justement travailler en réseau, bien, pourquoi on ne pourra pas mutualiser, améliorer justement ce qu'on est en train de créer de notre côté. Bon, au final, mais pourquoi on ne le fait pas ensemble? Voilà. Alors, au niveau de la PMI et de la santé scolaire, je ne pourrais pas trop vous répondre. Néanmoins, j'attire votre attention sur les pratiques avancées. Donc, pour ma part, je suis étudiante en pratique avancée à l'université de médecine donc de Toulouse en 2e année. Et Sandra va intégrer la première année à Montpellier. Et donc, si vous voulez, infirmière en pratique avancée, c'est-à-dire qu'on est infirmière et on fait un master pour être, en gros, je vous le schématise, entre infirmier et médecin. Vous l'avez dit, on fait face cruellement à un manque de médecins. Et le parcours de soins du patient a toujours été très... le médecin est au centre de ce parcours de soins. Et donc, le gouvernement a mis ça en place dans le but qu'on soit un levier pour justement coordonner un petit peu tout le parcours de soins. On aura des actes de prescription aussi en fonction de notre décret de compétences, etc. Et ça regroupe aussi la psychiatrie. Donc, il y a un IPA qui est en place déjà à la MSP d'Espéraza, un autre à l'UC et un autre à l'USAP en psychiatrie. Il y a de réels besoins, il y a de réels manques, mais il y a aussi cette création de ce nouveau métier qui arrive dans le schéma de la santé. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et on pourra le faire. En tout cas, on pourra faire beaucoup de choses. Juste une dernière chose, par rapport au manque de médecins, il faut savoir que ça fait 10 ans que moi je suis sur le territoire, ça fait 10 ans qu'on dit qu'il va y avoir un manque de médecins sur la Haute-Vallée et ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et on nous répond oui, vous inquiétez pas, ça va arriver. Bon, là, Dr Grand est parmi nous aujourd'hui. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, on est médecins traitants, 9 médecins généralistes sur Espéraza Cuisa, le secteur que je connais bien. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y en a 3. Voilà. Donc ça, c'est une réelle chose. C'est ce qui se passe actuellement. Pour répondre à votre question, la PMI, on a ouvert notre MSP à la PMI. Aujourd'hui, alors je ne sais pas pourquoi, ils n'ont plus d'enfants ni de famille à prendre en charge. Voilà. Donc oui. Et juste, je termine par rapport aux médecins traitants. Il y a les pratiques avancées, il y a des réseaux, tout se met en place, mais il faut savoir qu'on est toujours en recherche de médecins traitants et que grâce à des réseaux de médecine, au réseau des étudiants en Belgique, aux communautés des communes, on est toujours en recherche de médecins traitants et on n'est pas là pour dire on n'a plus besoin de médecins traitants. La problématique... Elle est de deux choses. Il y a un manque cruel en sortie des écoles de médecine de généralistes. Et ce ne sont pas des territoires qui sont très attractifs, même si financièrement, ils sont quand même aidés. Et puis, je voulais dire une deuxième chose. Je voulais juste dire une chose. Non, mais ça n'a rien, mais par rapport qui ne répond pas tout à fait à votre question. Il faut savoir que les complémentaires santé, je ne sais pas si vous avez remarqué, développent énormément ce qu'on appelle la téléconsultation. Pourquoi? Parce que justement, on s'est rendu compte que sur toute la France, enfin on parle d'ici, mais c'est un problème général sur toute la France, on a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecins, qui ont des problèmes. Et en fait, c'était quelque chose qu'on a développé depuis très longtemps et qui ne marchait pas. Il faut savoir que depuis 2, 3, 4 ans, on est énormément sollicité, ça se développe énormément. Et c'est bien, mais ça démontre surtout que, parce que ce n'est pas que la téléconsultation, parce qu'on s'appuie beaucoup sur les infirmières, mais ça montre que le problème général des médecins, ce n'est pas que la Haute-Vallée, quoi. Aujourd'hui, en France, on a une prise en charge du parcours de soins qui est médico-centrée. Et on l'a vu sur la crise sanitaire qu'on vient de traverser, tout était médico-centré. Or, il faut savoir que les infirmiers, même pas en pratique avancée, mais une infirmière de base, a quand même une formation clinique et aujourd'hui, elle n'est pas assez exploitée. Voilà. Donc, il y a un manque de médecins traitants, mais il y a aussi notre politique et notre vision des choses qui est vraiment médico-centrée. Et on a besoin des médecins, mais on a besoin de tout un acteur
autour du patient, et il faut que notre médecine, elle devienne plus autour du patient et autour des besoins du patient, et non plus traiter somatiquement quelqu'un. Voilà. Comme vous avez dit, l'alimentation, c'est nécessaire, l'habitat, c'est nécessaire, l'aspect financier, c'est nécessaire, tout est nécessaire, et c'est tout ce qui va graviter autour du patient et non plus autour du médecin généraliste. Voilà. On va laisser répondre la collègue de PMI, et puis je repréciserai la question parce que je pense qu'elle a été peut-être où j'ai pas su la poser de façon suffisamment claire. Allez-y. Oui, bonjour, je m'appelle Nathalie Tricheux, je suis responsable de la maison départementale des solidarités de la Haute-Vallée, donc Limoux-Quillan, donc département de l'Aude, puisque c'est le département qui porte les missions de PMI dans l'Aude, hein. C'est pas les communes ni des CIAS. Que vous dire que nous sommes présents sur un territoire où il y a 0 gynécologue libéral, il n'y a pas de maternité. Donc il n'y a pas d'urgence ni pour la gynéco ni pour l'obstétrique, où il y a quelques sages-femmes libérales, mais qui ont un zonage d'intervention qui est limité du fait notamment du taux de remboursement kilométrique. La sage-femme libérale, elle ne va pas faire un monitoring à Cubières-sur-Sinoble si elle y passe l'après-midi. Donc c'est la sage-femme de PMI, effectivement, qui suit les grossesses à risque. On ne fait pas le symptomatique en PMI, hein. On est sur la prévention. Donc on ne vient pas non plus pallier le fait qu'il n'y a qu'un seul médecin pédiatre sur toute la zone et qui est basé à Limoux. On fait les consultations de nourrissons à Limoux, à Quillan, dans le bus de PMI, qui était de l'aller vers pour lever 2 freins. Le frein de la mobilité, et celui-là on a réussi, et le frein à l'accès du thérapeutique classique, on en a parlé ce matin, et celui-là on l'a beaucoup moins atteint. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas aller vers effectivement une institution qui va leur parler de couverture vaccinale, avec désormais 11 vaccins depuis la naissance, ne vont quand même pas venir au bus. Voilà, il faut quand même savoir qu'on peut aller vers les gens, mais certains ne viendront de toute façon pas vers nous. Alors, je vais repréciser ce que je voulais évoquer tout à l'heure. Il a été apporté des éléments de réponse. Hein, c'est une posture éminemment politique. Les élus sont là. Monsieur Simon Le Maire est là pour nous dire 2 mots de conclusion tout à l'heure. La posture politique, elle est la suivante. C'est qu'on est dans un double enjeu. Le premier, c'est d'entendre tous ces nouveaux dispositifs, d'obtenir les moyens de les soutenir et d'obtenir les moyens qui se pérennisent. Ça, c'est un aspect du plaidoyer politique, on va dire. On a surtout évoqué cette question aujourd'hui. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des acteurs naturels sur le terrain qui s'inscrivent eux-mêmes dans des logiques de réseau, et je ne parlais pas que des médecins, et que le plaidoyer politique doit donc consister à défendre des dispositifs innovants, tout en gardant un œil sur ce qui était censé perdurer, que sont la PMI, la médecine scolaire et la psychiatrie public, parce que si on est que dans l'innovation, ce qui est déjà pas mal, mais qu'on ne défend pas les acquis des acteurs naturels de terrain, on est en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et les spécialités que je cite, ce sont des spécialités, je ne parle pas que des médecins, parce que pour être un petit peu au clair avec les questions, par exemple, de pédopsychiatrie, on sait très bien que le reflux de la pédopsychiatrie sur les territoires, il est dû au manque crucial de pédopsychiatres, certes, mais que ce qui fait travailler un CMP, c'est la présence concomitante du pédopsychiatre, de l'infirmière qui a des compétences spécifiques, de l'orthophoniste, de l'assistante sociale, de la psychomotricienne. Et donc, à un moment donné, si on a un CMP où il n'y a pas cette unité de temps et de lieu qui ne se résume pas au pédopsychiatre, on a un dispositif qui est non fonctionnel. Donc, le sens de ma remarque était de dire, se préoccuper de la question de ce tableau sur le travail en réseau, c'est à la fois se préoccuper de l'innovation et à la fois défendre ce qui est censé exister déjà sur le territoire dans la relation avec les administrations ou avec le politique. C'est tout. Alors, je n'ai pas la solution, hein, parce que la pédopsychiatrie, c'est un sujet. Il est censé exister dans notre pays, sur le territoire, dans des logiques d'aménagement du territoire, des services qui s'appelaient santé scolaire, PMI, pédopsychiatrie. Je dis juste
ne lâchons pas la proie pour l'ombre. Défendons les nouveautés, mais ne perdons pas de vue la revendication sur l'existant qui en a déjà un petit coup de... Hein. Pour justement revenir là, donc j'enlève un petit peu ma casquette réseau précarité, je mets ma casquette plateforme territoriale d'appui. C'est une réflexion. Le nombre de fois qu'on essaye d'orienter vers par exemple des CMP, mais en fait on ne peut pas parce que tout simplement, c'est des délais d'attente incroyables. Les personnes ils disent non, c'est trop loin. Et puis ils sont entre guillemets en faux refus parce qu'en réalité ils voudraient. Mais le délai d'attente est tellement long qu'on se retrouve avec des patients, ils abandonnent. Nous, travailler en réseau, ça doit être un outil. Et on doit travailler avec l'existence, avec les ressources qui sont existantes. Donc s'il n'y a pas de ressources, ça ne sert à rien. Notre outil ne sert à rien. En fait, j'intervenais pour préparer l'intervention tout à l'heure de David qui va dresser un premier tableau de demandes concrètes qui pourraient illustrer la fin de cette journée et pour attirer l'attention que ces demandes concrètes, elles portent sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui et elles portent sur la défense d'un certain nombre d'acquis et de dispositifs préexistants. C'est ça que je voulais dire. D'avoir un regard qui porte sur les deux aspects. Est-ce que vous avez des réactions dans la salle par rapport à tout ça? Est-ce qu'on... Madame? Peut-être juste, comme vous avez parlé de la PMI tout à l'heure, à la Maison des Solidarités, départementale des Solidarités, c'est plutôt pour vous. Qu'en est-il du coup du centre de planification? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'eau qui vient... On a un centre de planification en régie à Limoux, je parle assez fort, voilà, avec un médecin gynécologue obstétricien qui vient 2 demi-journées par semaine et qui travaille en binôme avec la sage-femme. Voilà, on est doté d'un échographe, on peut suivre une grossesse non pathologique du début à la fin. Voilà. Et heureusement qu'on est doté de cet outil sur ce territoire. Moi, je voulais demander, le CPTS, le réseau, une problématique qu'on a mise en avant à Médecins du Monde, c'est l'aller vers et la médiation en santé. Je pense que pour toucher ceux qui sont le plus en marge, si on est dans son cabinet ou dans son bureau, on ne les verra jamais. Et donc, la question que je me pose, moi, pour l'avenir, puisque Médecins du Monde, un jour ou l'autre, prendra ses ailes, c'est prévu dans nos projets, c'est comme ça. Il faudra peut-être que la médiation en santé trouve sa place quelque part. Financée par qui, je ne sais pas, mais ça me paraît être... Quand on voit le contact dont Laura illustre bien le résultat, je pense que c'est une des pistes indispensables. Parce que dans la difficulté d'accès aux soins, on en parlait tout à l'heure avec madame, je crois, c'est pas que l'éloignement, c'est pas que l'argent. Il y a souvent des choses à aller chercher dans ce qui a été vécu, dans des difficultés. Et ça, il n'y a que l'échange avec quelqu'un qui permet de le faire. Dans la médiation en santé, qui est un concept qui a été très développé par Médecins du Monde, pas simplement ici, d'une façon, ça me paraît être quelque chose de très important. Et il faudrait voir comment on peut envisager que ça trouve sa place, soit en CPTS, soit dans le CLS, je ne sais pas, mais bon, c'est une des pistes pour toucher ceux qui sont le plus en marge. On a mis en place une microstructure addiction où il y a des consultations de psychologues. C'est entièrement gratuit pour les bénéficiaires. Donc ça leur permet de rentrer dans la maison de santé qui est une structure de soins lambda, quoi. Et donc du coup, c'est souvent des gens qui sont en marge de soins et qui sont dépistés par les réseaux, par l'USA, par d'autres structures, et donc ils sont orientés vers la MSP où il y a des médecins, des infirmiers, des kinés, voilà. Il y a ça, et il y a aussi des consultations qui sont mises en place par la MSA pour les bénéficiaires de la MSA qu'on a essayé de transcrire aussi aux bénéficiaires de la CPM, des consultations diététiciennes et psychologues. Voilà. Donc c'est des petites choses, mais ça permet aux gens qui sont en marge de soins de rentrer dans cette structure-là par le biais de consultations gratuites et
et donc de se familiariser avec ce milieu libéral et de médecine de ville. Voilà. Donc, par rapport au manque de médecins généralistes et par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place, le travail de pluriprofessionnel permet de maintenir les médecins qui sont là, faire venir d'autres médecins, puisque les 2 médecins qui sont là actuellement sont venus parce que c'était le travail en coopération. Voilà. Et donc du coup, ça a permis, comme je vous ai dit tout à l'heure, de n'avoir aucun patient sans médecin traitant. Voilà. Sur les 5 médecins, 5 patientèles de médecins, aucun n'est sans médecin traitant actuellement. Le CHU de Montpellier lance sur l'Hérault une grande étude concernant la prévention du cancer de l'utérus. Donc notre territoire, Limoux et Haute-Vallée, a été choisi comme territoire rural en lien avec la désertification médicale. Et sur l'Hérault, ce sera pour la partie plus urbaine et ils vont se baser sur leur mama mobile. Donc on va démarrer en novembre. Donc c'est le CHU de Montpellier, mais en lien avec le département de l'Aude. Nous, on met à disposition du temps de sage-femme. Le public, ce sont des femmes de 50 à 65 ans qui n'ont pas fait de frottis depuis 3 ans. Donc, la sage-femme qui va démarrer en novembre, elle va d'abord devoir travailler du réseau. Donc, c'est vrai que j'avais pensé à l'orienter vers Médecins du Monde, vers les maisons de santé, parce qu'il va falloir trouver ces femmes. L'idée, c'est de réussir à avoir 150 prélèvements par an. C'est pas simple à trouver quand même, 150 femmes de 50 à 65 ans. Voilà. Donc j'en profite et je veux bien avoir, s'il vous plaît, la liste d'émargement des gens qui ont participé à la journée. Ça va nous faciliter la tâche si vous en êtes d'accord. Je pense c'est aussi de la santé publique. Hein. Il y a plein de femmes qui arrêtent de consulter un gynéco, surtout quand il n'y en a pas. Voilà, merci. Moi, j'avais deux remarques sur ce qui a été dit que j'ai trouvé très intéressant. D'abord, c'est quelque chose sur lequel Pierre Micheletti a pas rebondi, mais c'est quelque chose qu'il a vécu et expérimenté. Alors, vous avez parlé de mettre les patients au cœur du soin. Moi, j'aurais même tendance à dire, j'espère que vous avez pensé avec ce que disait, ce qui était dit dans le début, en tout cas dans la matinée, cette question de la littératie, et donc donner la possibilité aux gens de devenir acteurs de leur propre santé. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, je ne vais pas faire le cours pour Pierre Micheletti, il le sait bien mieux que moi, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays, notamment en Amérique du Sud, où la question de la santé communautaire est quelque chose de central et où du coup le médecin est un professionnel comme les autres et n'est ni plus important ni moins. Il y avait la question aussi du médico-centré que moi j'avais trouvé intéressante. Vous savez qu'il y a plusieurs études qui sont déjà parues, notamment sur l'épidémie de Covid en Afrique. Alors effectivement, ils ont de gros problèmes pour avoir des vaccins, hein, puisque nous en gardons beaucoup. Mais il y a aussi le fait qu'il y a eu moins de contamination Covid en Afrique que dans les pays européens. Pourquoi ? Parce que la question de la santé communautaire et des relais communautaires vis-à-vis des populations est bien plus élaborée depuis plusieurs années que ce qui se passe chez nous. Donc moi je trouve que c'est intéressant si dans le cadre de la CPTS, effectivement le médecin n'est pas le point central, que le point central c'est le patient, et puis surtout que vous travaillez sur un phénomène de relais communautaire qui fait que les messages de prévention, alors moi je suis toujours très intéressé par ce qui vient du CHU de Montpellier. Le seul problème c'est que ça vient du CHU. Voilà. Et donc c'est toujours embêtant quand ça vient de l'hôpital. Et ce lien en fait... Bon, moi, je ne suis pas sûr que ce soit la véritable problématique ici, mais peut-être ça l'est. Mais voilà. Donc moi, je trouve que le relais communautaire me paraît plus intéressant que de travailler sur ce que pense le CHU de Montpellier ou le CHU de Toulouse. Hein. J'ai rien contre le CHU de Montpellier, mais il me semble que c'est plus intéressant du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. Très bien, merci Cyril. Madame, peut-être dernière intervention avant qu'on... deux interventions courtes, s'il vous plaît, avant qu'on... C'était par rapport à Madame, ma commune, ma santé.
Alors, je suppose qu'il y a peut-être la commune d'Espéraza qui a une complémentaire santé, qui a pris une complémentaire santé. Voilà, c'est ce qui m'intéressait un peu d'entendre. Alors, notre action, en fait, c'est un partenariat. Monsieur le maire viendra tout à l'heure un peu vous expliquer. On a signé un protocole d'accord pour que la commune nous mettait à disposition un local où on recevait les gens. Dans notre action, et là on revient sur le fait qu'il faut qu'il y ait une cohésion entre tout le monde, parce que, si vous voulez, les gens viennent à la mairie, ils viennent au CIS, ils viennent voir les assistantes sociales. Et lorsque dans la mairie, il y a une personne qui a un peu fait la cohésion, hein, parce que souvent, on est au même endroit, donc moi je suis le mercredi, le mardi c'est la sécurité sociale, le jeudi c'est l'assistante sociale, donc ça permet de regrouper, hein, au moins on a quelqu'un qui fait un lien, et par exemple dans la mairie d'Espérazia, c'est Sylviane qui nous fait le lien. Alors, le fait que chacun va détecter un problème, on va pouvoir avancer. Et pour répondre à votre question, nous, on est là, j'accueille ces personnes qui me sont amenées par Médecins du Monde, qui me sont amenées par la mairie. Et c'est surtout la mairie qui va être le lien entre ses habitants et moi. Et en fait, lorsque je reçois cette personne, c'est complètement confidentiel. Donc en fait, la mairie, elle ne me prête que les locaux. C'est tout. J'en ressors, c'est du confidentiel. Hein. Donc on ne sait pas. Lorsque la personne me donne l'autorisation de pouvoir transmettre à l'assistante sociale ou à Sylvia son dossier parce qu'elle a des problèmes, parce que souvent lorsque nous on reçoit la personne, elle nous explique qu'elle a pas, souvent c'est nous la complémentaire santé, des fois on a l'habitude, donc les personnes nous disent voilà, moi j'ai une petite retraite, je n'ai pas. Donc on essaie de lui expliquer qu'elle a des droits, qu'elle devrait contacter des personnes qui, si elle veut, on peut l'accompagner. La mairie d'Espérazia, elle nous sert vraiment de lien. Vous voyez ce que je veux dire? Et je travaille aussi avec le CIAS de la Haute-Vallée. Je fais des interventions à Chalabre, à Quillan. Je vais vous dire une chose, ça fait 6 ans, j'ai fait à peu près 400, j'ai réalisé 400 contrats qui peuvent être pas des contrats d'assurance mutuelle, mais qui sont des contrats, en fait, avant c'était les ACS, si vous connaissiez. Eh bien, c'est avec Espéraza, quand je travaille directement avec une mairie, qu'on est efficace, que quand le CIAS, ils sont très occupés, ils n'ont pas le temps, donc ils mettent une annonce comme ça, les personnes, elles doivent appeler un numéro. On a, nous, un numéro, mais moi, je trouve que c'est pas très sympa pour la personne d'appeler 05 65, etc. Donc, le partenariat avec la mairie, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et moi, ça fait longtemps que je travaille avec la mairie, surtout pour une question de communication, uniquement. On est des relais, les uns et les autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vous demandais, je pensais que c'était la mairie d'Espéraza qui avait décidé de prendre une complémentaire, de financer une complémentaire. Non, on ne peut pas. Pour sa population. Non, alors je vais vous expliquer, on ne peut pas. C'est un partenariat. Enfin, les maires vous expliqueront. Une mairie ne peut pas être prescriptive. Elle ne peut pas prendre un contrat pour ses habitants. Ça n'est pas possible, hein, parce qu'il y a des questions de législation. La mairie, elle ne peut que dire j'ai mis en place un partenariat pour mettre à votre disposition dans des locaux que j'ai prêtés et je me permets d'être le relais, je reviens, pour que vous puissiez rentrer en contact avec cette mairie. Et ce partenariat, j'ai découvert, ça peut être AXA, ça peut être ma commune Ma Santé, j'ai découvert, on a négocié pour que tous les habitants puissent avoir un tarif préférentiel et un suivi. Voilà. Oui, je vais faire court. Vous allez peut-être me trouver un peu hors sujet, mais moi, c'est une question qui me taraude un peu depuis tout à l'heure. Puisqu'on parle de santé en milieu rural, et bon, moi, j'y connais pas grand-chose en tant qu'animateur de la maison paysanne, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'en milieu rural, il y a non seulement des humains, mais aussi des animaux. Et qu'il y a un gros déficit sur le territoire, sur la médecine des animaux, ouais, en tout cas de vétérinaires sur le territoire, notamment par rapport aux agriculteurs, et on sait que c'est un point crucial pour l'élevage sur le territoire pour pouvoir maintenir cette activité-là. Et je voulais simplement savoir si dans vos dispositifs, les vétérinaires avaient une place à proprement parler, s'il y avait des ponts qui étaient faits, parce qu'en fait, toutes les questions que vous évoquez depuis tout à l'heure, moi, je les entends régulièrement de la part des éleveurs qui sont aujourd'hui désœuvrés
et parfois qui ont des vraies difficultés à faire soigner leurs bêtes sur les territoires ruraux. Donc je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça n'existe pas aujourd'hui en tant que tel. Je peux juste vous répondre parce que j'ai un ami qui est vétérinaire et qui est le seul cabinet qui vient jusqu'ici, suite au départ de celle qui était accueillie là. Et en fait, ils sont en train de travailler pour essayer de trouver, parce qu'eux ne peuvent pas faire le lien. Et quand on parle, il n'y a pas que la santé pour les bêtes, il y a des raisons aussi en cas d'épidémie, etc. Donc ils sont en train de travailler dessus. Très bien, en tout cas on n'ouvre pas le débat sur la médecine vétérinaire à cette heure-là. En tant que modérateur, ça ne serait pas sérieux. Alors, je rappelle où on en est. On a passé la journée à disséquer différents aspects. Ce matin, ce que j'ai évoqué, c'est qu'il y avait, pour obtenir de la décision politique, il y avait différentes étapes. La première, c'est de produire de la connaissance. Et il y a eu beaucoup d'exposés qui visaient à produire de la connaissance. J'ai réagi sur la collègue pour dire combien les chiffres pouvaient quelquefois fixer l'attention et être parlants. Donc, tout ce que vous pouvez faire dans vos activités qui produisent de l'information signifiante est bon à prendre. Ensuite, il y a le registre des solutions, c'est-à-dire que les élus ne bougent que si on leur propose un certain nombre de pistes qu'ils vont pouvoir défendre eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas nécessairement compétents dans tous les sujets qu'on a triturés aujourd'hui. Ils peuvent très bien comprendre les questionnements sociaux, et ils ne connaissent pas tous ces dispositifs et tout ce qu'on a évoqué, donc il faut leur proposer différentes alternatives. Ça sera l'objet de l'intervention de Monsieur le maire tout à l'heure. Mais donc, on voulait consacrer un peu de temps à partager avec vous, et c'est David qui va le faire, quelques pistes de solutions préconisées par Médecins du Monde et par vous-même, sachant que ce que va exposer rapidement David pourra être complété par vos soins, soit en séance, mais on n'a pas beaucoup de temps, soit par mail, pour que dans le compte-rendu de la journée qui va être réalisé, le compte-rendu qui va être réalisé de la journée, on puisse tenir compte de vos propositions pour nourrir le registre des solutions préconisées à l'égard des élus. D'accord ? Donc David va présenter quelques pistes, je dirai quelques mots de synthèse, et M. Simon, maire de Campagne-sur-Aude, dans la ligne logique production de connaissances, production de solutions, posture politique, finira d'illustrer ce trépied incontournable en sciences politiques.